Tout a commencé avec Yuichi. Il est en 2e année d'école et mène une routine assez normale. Chaque matin, il se lève avant le lever du soleil pour distribuer des journaux, utilisant ce salaire pour couvrir ses dépenses quotidiennes. Aujourd'hui, il travaille encore plus dur parce qu'un voyage scolaire est prévu pour le mois prochain et il est déterminé à y aller car lui et son groupe d'amis proches l'ont déjà planifié ensemble. À l'école, nous rencontrons son cercle restreint. Il y a Shibe, le gamin riche et blond qui prêterait volontiers de l'argent à Yuichi si jamais cela devenait nécessaire. Shiho ne supporte pas l'arrogance de Shibe et lui dit de se calmer. Ensuite, Tenji et Yutori arrivent et encouragent Shiho à laisser tomber et à pardonner leur ami ignorant. Tenji a un cerveau de génie et une image impeccable. Yutori est silencieuse et a un passé de victime d'intimidation. Les 5 se sentent soudés en équipe et Yuichi souhaite que rien ne change jamais. Ce souhait ne dure pas. Leur professeur annonce que l'argent pour le voyage, 2000 yens pour toute la classe, a disparu. Shiho demande à quiconque l'a pris de l'admettre pour que la classe ne se désagrège pas. Personne ne se manifeste. Les choses semblent pires le lendemain quand Shiho et Shibe ne se présentent pas. Comme c'était eux qui avaient l'argent, les gens commencent à chuchoter qu'ils l'ont probablement fait. Ce soir-là, Yuichi reçoit une note de Sho lui demandant de le rencontrer à l'école. Il s'y précipite et trouve ses 4 amis là aussi. Chacun a été dit que Yuichi les avait appelés. C'est un piège. Avant qu'il ne puisse comprendre ce qui se passe, un choc le frappe par derrière. Alors qu'il s'évanouit, il aperçoit un flou de ses amis en train d'être entraînés. Pendant qu'il est inconscient, 2 voix de sa vie se heurtent dans sa tête. Son professeur disait toujours que l'argent est ce qui compte le plus. Sa mère disait toujours que les amis comptent davantage. Lorsqu'il se réveille, lui et les autres sont enfermés dans une pièce blanche. Une poupée entre en se dandinant. Yutori la reconnaît immédiatement. Manabu, un personnage d'un vieux dessin animé. Manabu leur dit qu'ils sont maintenant dans un jeu, gagner un tour et ils obtiennent 2000 yens, finir le tout et le total devient 20 000 yens. Ce pot, dit Manabu, existe pour couvrir une dette. Yuichi rétorque que c'est insensé, mais la poupée ajoute un détail brutal. Un des amis de Yuichi a exactement 20 000 yens de dette. Tenji essaie de résister. Il appelle cela un enlèvement, souligne qu'il n'y a aucune preuve, et Manabu répond en lâchant une autre bombe. Quelqu'un dans leur groupe a payé des frais d'entrée de 200 yens pour les inscrire. Cela signifie que le voleur du voyage scolaire et la personne qui les a entraînés dans ce pétrin sont la même personne. On leur donne un choix, refuser de jouer, le dépôt de 2000 yens disparaît et la seule personne qui doit de l'argent est obligée de payer les 20 000 yens entiers seule. Accepter de jouer, la dette est partagée équitablement entre les 5. S'ils gagnent, la dette disparaît. S'ils perdent, ils portent tous la charge entière. Manabu leur laisse le temps de réfléchir. Ils décident de ne pas chasser le traître pour l'instant et acceptent de participer, car en tant qu'amis, s'entraider semble être la seule option. Yuichi se débat avec l'ancienne question « argent ou amitié ?» Qu'est-ce qui compte le plus? Il décide que ses amis passent en premier et ils entrent ensemble dans le jeu. Le premier défi commence. Sur la table se trouve une grande pièce et 5 plaques nominatives, chacune indiquant le montant dû par cette personne. Au total, 20 000 yens sont déjà répartis équitablement, donc chaque plaque montre 4 000 yens. Les règles sont en place. Personne n'est autorisé à montrer son propre reçu de dette à qui que ce soit. Si quelqu'un le fait, sa dette est doublée. Tous les 5 doivent garder une main sur la pièce et la faire glisser ensemble pour répondre à chaque question. Si chaque personne est d'accord, la pièce glisse vers la réponse choisie. Si une seule personne n'est pas d'accord, la pièce se retourne vers le choix opposé. Ce setup évalue à quel point ils sont unis et donne l'avantage à la voix minoritaire. Ils ne peuvent pas non plus parler sauf pendant qu'une question est lue, parler au mauvais moment et votre dette double. Un dernier avertissement, quand le jeu se termine, celui qui est dernier sera coincé avec toute la dette. L'astuce pour gagner est simple, restez ensemble et ne craquez pas. Shibe lit le premier message. Le mont Fuji est-il la montagne la plus haute du Japon? Tout le monde sait que la bonne réponse est oui. Pourtant la pièce tombe sur l'autre option. Ils perdent une chance de réduire ce qu'ils doivent. Shiho essaie de dire quelque chose mais les autres l'arrêtent. Personne ne veut d'une pénalité pour avoir parlé au mauvais moment. La deuxième invite est tout aussi simple. Et encore une fois, la pièce atterrit du mauvais côté. Cela montre clairement que quelqu'un les sabote. L'esprit de Yuichi pense à Shibe. Quelques jours plus tôt, Shio avait frappé Shibe quand il avait essayé de flirter, alors peut-être qu'il veut se venger. Shibe avait demandé au groupe de l'aider à arranger les choses avec Shio et tout le monde l'avait ignoré. Malgré cela, Shio s'était déjà calmé parce que Yuichi avait pris la défense de Shibe. Retour dans le tour, le troisième défi apparaît. Facile encore et pourtant le résultat est détruit une troisième fois. Maintenant, c'est au tour de Yuichi de lire le numéro 4. Il regarde et voit qu'il n'y a pas de question du tout. Les joueurs doivent en créer une eux-mêmes. Sous cette instruction, il y a une note. Si la pièce tombe sur oui, le groupe gagne la manche.
Si cela se termine par non, la dette personnelle du lecteur est réduite de moitié. Ça fait enfin tilt pour Yuichi. Les 3 premiers étaient basiques exprès, mais quelqu'un continuait de pousser la pièce vers non pour réduire sa propre dette et transférer le poids à celui qui devait le plus. Pendant une seconde, il pense à être égoïste et à choisir non pour s'aider lui-même, puis il regarde l'ordre de passage. Yutori passe en dernier, elle est fragile et pas faite pour porter une montagne de dettes toute seule. Il vise le résultat de groupe pour la protéger. En dépit de cela, quelqu'un choisit toujours non. Cela lui indique que quelqu'un dans la pièce essaie activement de tout rejeter sur Yutori. C'est encore plus effrayant car le dernier message ne vient pas avec une note spéciale pour réduire ce que vous devez, contrairement aux 4 premiers. Quand c'est au tour de Yutori, son message est simple et honnête. Est-ce qu'on restera tous amis? Les spectateurs savent que cela aurait dû être le tout premier message. Au début, la réponse aurait été oui, sans hésitation. Mais après tout ce manque de confiance, la majorité va probablement choisir non. Yuichi ne veut pas que Yutori soit écrasé par ça. Il brise la règle du silence et prend la parole, pleinement conscient que cela va doubler sa propre dette. Il le fait quand même pour qu'elle ne se retrouve pas isolée et coincée avec tout. Il interpelle le groupe, disant qu'il dirige la dette sur Yutori exprès, puis il affirme une autre règle vraie que la personne avec la plus petite dette à la fin perd en fait. Les autres soupçonnent qu'il bluffe, mais aucun d'entre eux n'est prêt à risquer de parler et de devenir la prochaine cible. À cause de son geste, tout le monde choisit oui et ils passent le tour. Même après avoir passé, il remarque quelque chose de bizarre. Le total de chaque personne ne diminue que de 400 yens. Yuichi se dit aussi que son propre nombre n'a pas vraiment changé puisqu'il a obtenu une réduction de 50% avec la note, mais l'a ensuite effacée en la doublant comme une dette quand il a parlé à contretemps. Manabu les pousse vers le deuxième match. Yuichi reste en arrière un moment pour vérifier les feuilles de prompt et les petites notes du premier tour, mais elles ont disparu comme si elles n'avaient jamais existé. Shio est revenu pour rencontrer Yuichi et a parlé ouvertement d'un serpent caché parmi eux. L'instinct de Yuichi penchait vers Shiho, non pas parce qu'elle était négligente, mais parce qu'elle était tout le contraire. Elle est précise, stable et suit toujours un plan, le genre de personne qui poursuivrait normalement le véritable voleur des fonds de la classe au lieu de jouer à un jeu douteux. La voir ici ne correspondait pas à la façon dont elle gérait habituellement les problèmes, donc cela l'inquiétait. Shiho, en revanche, avait les yeux fixés sur Yuichi. Elle a évoqué ses problèmes d'argent comme une raison possible pour laquelle il s'engagerait dans quelque chose d'aussi douteux. Elle a dit qu'elle ne l'avait pas dénoncé plutôt non par pitié, mais parce qu'elle se soucie vraiment de lui. Elle a aussi reconnu une sanction. Après que le groupe ait raté le premier défi, elle a accidentellement fait un bruit et a été pénalisée par une violation de règle qui a doublé ce qu'elle devait. Elle pensait que Yuichi avait délibérément enfreint une règle plus tard pour la protéger, car à ce moment précis, elle portait la plus grande dette. Leur conversation n'est pas restée privée. Tenji l'a entendu. Lako, les observateurs qui suivaient le jeu, percevaient Yuichi comme perspicace avec de l'argent et rapide en tactique, mais ils doutaient que le seul pouvoir intellectuel puisse le porter. Quelqu'un à l'intérieur du groupe sabotait activement leur lien exprès. Ils sont passés au deuxième jeu. Cette fois, il y avait une foule dans la galerie au-dessus, et le défi était conçu pour détruire les amitiés de l'intérieur. Les instructions étaient confuses au début, alors Manabu les a simplifiées. Un par un joueur entre dans une pièce séparée, écrit quelque chose de méchant sur un ami sur un papier, et le dépose dans une boîte. Manabu lit la ligne soumise à haute voix. Le public vote ensuite pour savoir qui devrait avancer le plus loin sur un plateau. La première personne à atteindre la ligne d'arrivée prendrait en charge toute la dette et continuerait seule, tandis que les 4 autres seraient éliminés sur le champ. Il y avait une trappe d'évasion. Si tout le monde remettait des bulletins vierges, chaque personne avancerait exactement d'une case. S'ils continuaient ainsi, ils pourraient atteindre la fin côte à côte et passer à la 3e manche ensemble. Manabu a averti qu'un traître ne jouerait presque certainement pas gentiment, donc parier tout sur des entrées vides était dangereux. Les 2 superviseurs ont ri entre eux, convaincus que les gens sont égoïstes par défaut et impatients de voir à quelle vitesse le groupe craquerait. Pendant les 2 premiers tours, chaque joueur a soumis une feuille blanche. Toute l'équipe a avancé de 2 cases au total, une case par tour réussi, mais chaque case sur le chemin avait des conditions en petits caractères qui ajoutaient des dettes supplémentaires à leur compte au fur et à mesure qu'ils avançaient. Puis Manabu a ajouté un rebondissement. Toutes ces pénalités supplémentaires seraient attribuées à la personne qui atteindrait la ligne d'arrivée en premier. À partir du 3e tour, les fissures se sont élargies. Quelqu'un a lancé une véritable insulte à Shiho, révélant qu'elle aimait Yuichi, même si elle était sortie avec Tenji auparavant. Les spectateurs ont noté presque joyeusement que le drame amoureux est le moyen le plus rapide de faire exploser un groupe d'amis. En raison du vote du public sur cette pique, Shiho a dû avancer de 5 cases, tandis que tous les autres n'avançaient que d'une seule. Les réactions ont été immédiates. Shibe s'est emporté contre Yuichi, disant que Yuichi avait joué en connaissant les sentiments de Shiho et en gardant le silence.
Tenji a répliqué à Shibe qui était jaloux, lui rappelant qu'il était son ex. Shio est intervenu et a expliqué que sa relation avec Tenji n'était pas une romance. Leurs pères sont de vieux amis et l'ont pratiquement arrangé. Elle n'a jamais ressenti ça pour lui. Tenji, cependant, tenait vraiment à elle, ce qui le faisait s'irriter encore plus lorsque Shibe parlait grossièrement d'elle. La dispute s'est transformée en accusation concernant l'insulte. Shibe et Tenji ont dirigé leurs suspicions l'un vers l'autre. Tenji a essayé de rediriger la salle avec logique, rejetant la faute sur Shibe pour avoir répandu la rumeur du triangle amoureux en premier lieu. Il a aussi fait valoir qu'il n'écrirait pas cette phrase lui-même car cela ferait instantanément de lui le suspect évident. Avant que la tension ne tourne à la bagarre, Yuichi s'est interposé entre eux et leur a dit de se concentrer sur les sentiments de Shiho s'il se soucie vraiment d'elle. Sur le côté, Yutori a ressenti la piqûre d'être négligée et a silencieusement mijoté que les trois garçons étaient tous fixés sur Shiho pendant qu'elle s'effaçait en arrière-plan. Au tour suivant, 3 insultes ont frappé en même temps. La pire d'entre elles a révélé que Shiho avait subi une chirurgie esthétique. Le vote l'a poussé à avancer de plusieurs cases, tandis que Yuichi n'en avançait que d'une et Shibe de 2. Les piques devenaient de plus en plus méchantes et le fossé entre amis s'élargissait à chaque révélation. Puis vint un coup qui fit encore plus mal, le passé de Yutori en tant que Sugar Baby fut révélé au grand jour. La honte et la panique l'ont submergée. Elle a immédiatement pointé Shiho parce que Shiho était la seule personne qui savait et l'a accusé de la trahison. Shibe, maladroit avec les mots au pire moment possible, a fait des commentaires à côté de la plaque qui ont empiré les choses, et Tenji l'a frappé de colère. Après ce coup, Tenji s'est tourné vers Yuichi et lui a demandé d'être celui qui console Yutori, disant que seul Yuichi avait le calme qu'elle accepterait. Quelques tours supplémentaires se sont écoulés, et la situation sur le plateau était claire. Tenji était à la traîne. Manabu a répété les règles, mais il ne semblait plus que le total des dettes soit le véritable point de pression. L'exposition constante de la douleur privée était devenue la véritable arme. Yutori s'est complètement ouverte. Elle avait été la cible d'intimidations sévères. Tant ses enseignants que ses camarades de classe ont détourné le regard lorsqu'elle a supplié pour obtenir de l'aide. Pour faire cesser le harcèlement, elle a payé ses agresseurs. La pression financière l'a poussée à devenir une sugar baby pour un homme riche et laid. Au début, cela signifiait des repas chics et être vu en public. Plus tard, il a exigé du cosplay et des photos. Lorsqu'il a essayé de franchir une limite physique, elle s'est enfuie. Elle croyait ne pas avoir franchi cette ligne, mais les gens en ligne refusaient de la croire. Elle s'est tournée vers Yuichi et l'a supplié de croire son histoire, car dans son esprit, il était la seule personne qu'elle avait encore. S'il s'éloignait maintenant, elle n'aurait personne. Les superviseurs observant d'en haut souriaient devant un schéma familier. À leurs yeux, la plupart des gens pensent que rester pur leur donne la permission de mépriser quiconque ils qualifient de sale. Dans une foule comme celle-ci, ils s'attendaient à ce que presque tout le monde rejette la faute sur Yutori. Yuichi a refusé de jouer à ce jeu. Il a accepté son passé sans ciller et a clairement montré qu'il n'abandonne pas ses amis. Il s'est penché en avant, a murmuré quelque chose qu'elle seule pouvait entendre et lui a demandé de lui faire confiance. Ce simple acte a fait échanger des regards aux spectateurs. S'il pouvait faire preuve de grâce aussi facilement, peut-être que son propre passé portait des cicatrices plus lourdes que celles de Yutori. Même avec le soutien de Yuichi, la méfiance de Yutori envers Shiho ne s'estompa pas. Elle voulait de la distance. Pourtant, la vérité était différente. Shiho était au courant de la situation de Yutori, parce qu'elle l'avait aidé auparavant et que Yutori s'était confié à elle après avoir été sauvée. Shiho n'avait pas fouiné ni poussé pour obtenir des détails, et elle n'avait jamais rompu une promesse à ses amis. Depuis le balcon, les observateurs ont noté que le saboteur caché avait fait exactement ce qu'il voulait. Le but n'était pas le profit, le but était de les séparer. Et qui que ce soit, cette personne souriait probablement maintenant. Car c'était aussi elle qui avait volé les 200 yens du fonds de voyage de classe. Un flashback a assemblé les pièces. Le voleur était l'un des 5. Lors de cette affaire, ils ont heurté Yutori. Son stylo a éraflé sous l'œil du coupable et a laissé une petite coupure. Cette même personne était la seule à connaître la chirurgie esthétique de Shiho qu'elle avait subie pour couvrir une cicatrice sur sa joue. Cette même personne a aussi révélé le secret de Yutori, car elle avait glissé à Shiho un joli porte-clés qui cachait en fait un dispositif d'écoute. Le traître était Tenji, celui avec la petite cicatrice sous l'œil. Il ne courait pas après l'argent, il a orchestré le chaos pour isoler Shiho en détruisant toutes ses relations autour d'elle afin de la garder pour lui-même. Shiho est retournée voir Yuichi, parce qu'elle voulait que Tenji sache de sa part qu'elle n'était pas celle qui avait divulgué ses informations privées. Tenji l'accepta sans se battre, et la raison était simple, il était le véritable cerveau. Sur les 5 secrets qui avaient été révélés jusqu'à présent, les 3 plus désagréables avaient été écrits par Tenji lui-même. Il avait déjà ébranlé la confiance de Yutori en Shiho. La prochaine étape était d'inverser la suspicion pour que Shiho commence à se méfier de Tenji.
Tenji a pensé que Shiho pouvait facilement croire que Yutori avait exposé son propre passé juste pour salir Shiho, la faire paraître terrible devant tout le monde, et ensuite attirer Yuichi de son côté. Tenji a aussi jugé que Yutori ne battrait jamais Shiho en tête-à-tête pour attirer l'attention de Yuichi. Dans son esprit, Yutori était de bon cœur et facilement ému par la pitié, ce qui la rendait facile à manipuler. Manabu les a poussés à continuer à jouer, alors Yutori a dit à Tenji de prendre le prochain tour en premier. Tenji a remarqué qu'il était maintenant assis à la dernière place. Si les insultes continuaient à l'éviter, les gens commenceraient à lui pointer du doigt. Pour protéger son image, il a décidé d'écrire un article à charge sur lui-même. En s'attaquant lui-même, il pouvait faire semblant d'être honnête et garder la confiance du groupe. Quand Tenji est sorti, la situation avait déjà explosé. Yutori venait de gifler Shiho. La raison, Shiho avait accusé Yutori de se mettre en scène une insulte contre elle-même pour avoir l'air d'une victime et attirer Yuichi, et Yutori a craqué. Tenji a vu l'ouverture immédiatement. L'amitié entre les filles était fissurée, ce qui a rendu chaque autre lien instable. Shiho a dit à haute voix que les filles n'ont pas peur de se battre sales pour obtenir ce qu'elles veulent. Yutori a répliqué en évoquant la chirurgie esthétique de Shiho. Shiho a alors calmement expliqué pourquoi elle avait subi l'intervention. En entendant cela, Shibi est retourné auprès de Shiho pour la soutenir. À partir de ce moment, les deux filles ne se sont plus du tout fait confiance. Et comme Yuichi est resté proche pour réconforter Yutori, la confiance de Shiho en Yuichi s'est également effondrée. Tenji a regardé les événements se dérouler exactement comme il le voulait. Shiho contre Yutori et toutes les deux soupçonnant Yuichi. Il est allé vers Shiho alors qu'elle était blessée et en colère. Shiho a repoussé Yuichi et a choisi de rester avec Tenji. Manabu a maintenu le tour en cours et les 4 joueurs actifs sont revenus. Cette fois, seules 2 fiches contenaient des insultes. Le premier commentaire n'avait pas beaucoup d'importance. Le second était le nouveau mensonge de Tenji. Il avait écrit qu'il avait un an de plus que les autres, qu'il s'était passé quelque chose et qu'il avait dû redoubler une classe, et c'est pourquoi il était dans leur classe maintenant. Seul Shiho connaissait ce fait, ce qui a fait que tout le monde la regardait. Tenji a planté cette histoire exprès pour isoler Shiho afin qu'elle n'ait plus que lui. À cause du vote, Shiho a dû avancer des cases supplémentaires sur le plateau. Cette place particulière lui offrait également une option spéciale. Elle pouvait choisir quelqu'un et révéler un secret à son sujet. Ensuite, le public voterait pour savoir s'il fallait pardonner cette personne. Si la foule refusait de pardonner, elle serait forcée de faire 10 pas de plus en guise de pénalité. Cette clause effrayait Tenji. Si Shiho le choisissait, les organisateurs révéleraient la vérité qu'il était celui qui les avait inscrits dans ce pétrin. Comme Tenji était maintenant le plus proche de Shiho, il serait naturel pour elle de le tester. Juste à ce moment-là, Shibi s'est avancé et s'est proposé. Il voulait porter le blâme pour regagner la confiance de Shiho. La révélation qui a suivi ne concernait pas les propres actions de Shibi, mais sa famille. Le jeu a annoncé que le père de Shibi est un politicien véreux, coureur de jupons, trompeur, détournant des fonds et enfouissant les problèmes avec de l'argent. Les personnes surveillant le jeu ont prédit que cela diviserait le groupe. La plupart des parents ne voudraient pas que leur enfant traîne avec l'enfant d'un criminel, donc ils s'attendaient à ce que le public se retourne contre Shibi. Tenji a utilisé cette victoire pour pousser plus fort. Il a soutenu que Shibi ne pouvait pas être considéré comme irréprochable, car si le père avait couvert tant de choses, il y avait de bonnes chances que Shibi ait également mal agi dans le passé et ait été protégé. Cet argument a laissé Shibi complètement seul. Le public a voté presque à l'unanimité contre lui, environ 99%. Il a été contraint d'avancer de 9 cases d'un seul coup, se retrouvant juste derrière Shiho sur la piste. Le prochain tour a commencé et Tenji voulait en terminer rapidement. Après le dépouillement des votes, une seule nouvelle accusation est apparue. Shibi a tué quelqu'un. Tenji resta figé. Il n'avait rien écrit ce tour-ci. Il avait déjà fait assez de vagues et prévoyait de s'arrêter pour éviter de se faire remarquer. En regardant les réactions, il a réalisé que cette réplique venait de Yuichi. En haut, les superviseurs se sont redressés. Maintenant, le spectacle devenait intéressant. Si vous regardiez de près tout le désordre, Yuichi avait discrètement guidé le cours tout le temps. Shibi a insisté sur le fait qu'il n'avait jamais pris une vie et a qualifié cela de mensonge. Tenji était d'accord dans sa tête, quelqu'un comme Shibi n'avait même pas le courage pour ça. Shibi a supplié Manabu de punir le menteur, mais la règle ne s'active que s'il peut prouver son innocence. Shibi a demandé à vérifier son casier judiciaire, mais même si un casier existait, son père l'aurait effacé. Manabu a laissé les superviseurs décider. Dans sa panique, Shibi a laissé échapper quelque chose de terrible pour son cas. S'il l'avait fait, son père l'aurait nettoyé. Ce but contre son camp a poussé le public à le faire avancer de 5 cases supplémentaires. Yuichi a dit qu'il croyait toujours en Shibi et a commencé à exposer sa propre analyse. Il a affirmé que le traître avait écrit chaque grande diffamation depuis le début.
Il a essayé de désigner une seule personne, mais a dit qu'il ne pouvait pas encore la nommer, ce qui a fait penser à Tenji qu'il gagnait juste du temps. Puis, Yuichi a expliqué pourquoi le tableau lui-même révélait le design. Comme une foule regardait, la piste ne pouvait pas être chargée uniquement de pièges à dettes qui s'accumulent éternellement. Si c'était vrai, les organisateurs seraient toujours gagné. Les joueurs finiraient pire qu'au début et les spectateurs s'ennuieraient. De plus, le parcours fonctionnait comme un plateau de style Monopoly, ce qui signifie qu'il devait y avoir des cases qui annulaient les dettes, et ils en avaient déjà vu une plus tôt qui réduisait ce qu'ils devaient. Donc si tous les 5 finissaient ensemble, les augmentations et les réductions de dettes s'annuleraient principalement. Le problème était qu'il s'en était rendu compte tardivement. Malgré cela, Yuichi a proposé une solution. Comme Shibe était le plus avancé, tout le monde devait écrire des insultes uniquement sur eux-mêmes, ce qui pousserait les autres vers l'avant et leur permettrait de rattraper leur retard sans se blesser mutuellement. Si quelqu'un enfreignait cette règle et écrivait une insulte sur Shibe à la place, il s'exposerait car il ne tiendrait pas une carte d'auto-insulte pour le tour. De cette façon, Shibe pourrait rester en place pendant que le groupe se resserrait derrière lui. Tenji l'a rejeté. Si Yuichi connaissait vraiment le traître, il devrait le nommer maintenant. Ensuite, il pourrait forcer le traître à arriver seul au 3e tour et le reste pourrait avancer ensemble. Tenji a insisté encore et encore, disant que Yuichi était trop tendre pour prendre la décision difficile. Les votes ont été révélés, 10 calomnies au total. Il n'y avait pas de limite au nombre d'insultes pouvant être soumises, donc le plan s'est effondré instantanément. Tenji a exigé que Yuichi démasque le traître. Acculé, Yuichi a admis qu'il avait inventé l'histoire d'avoir des preuves. La confiance en lui s'est effondrée exactement comme Tenji l'avait prévu. Avec cela, Tenji n'avait plus qu'à continuer à avancer pour achever sa vengeance personnelle sur Shiho, la personne qu'il estimait lui avoir volé ce qui comptait le plus pour lui. Le jeu a continué jusqu'à ce que Shiho marche sur la dernière case avant la fin. À partir de là, peu importe le choix qu'elle faisait pour sa prochaine action, elle avançait d'un espace et entrait dans le dernier jeu. Mais le tour n'était pas terminé, car les responsables avaient remarqué quelque chose de nouveau. Yuichi était un joueur dangereux, il influençait le jeu dans l'ombre, pendant que tout le monde regardait ailleurs. Yuichi a changé de tactique. Il a dit qu'il devait coopérer maintenant pour débusquer le traître. Les règles étaient claires, mentir et vous êtes punis. Donc si les 5 écrivaient, c'est moi qui nous ai inscrits, chaque personne mentirait, chacune d'elles recevrait une pénalité et ils pourraient la supporter ensemble. Ensuite, le vrai coupable serait séparé et retiré avant l'étape suivante. Yuichi a spécifiquement demandé à Tenji de passer en premier, car à ce moment-là, Shiho faisait plus confiance à Tenji que quiconque. Tenji a vu le piège se refermer, il a choisi de suivre le plan de Yuichi sur papier et a décidé qu'il pleurerait et trouverait des excuses plus tard pour se sauver. Les papiers sont revenus, une seule personne avait écrit quoi que ce soit Tenji. Tout le monde a laissé leur papier vide. Tenji a essayé de se lancer dans les larmes, Yuichi l'a interrompu et lui a dit d'admettre tout d'abord et d'expliquer plus tard. L'expression sur le visage de Yuichi avait changé, aussi froid qu'il peut être. Yuichi a expliqué étape par étape tout ce qu'il avait conçu depuis la 2e étape. Au moment où Tenji a commencé à lancer des insultes, Yuichi s'est discrètement associé à Shiho, passant des notes sur des bouts de papier dans la pièce pour que personne ne le remarque. Lors du 3e tour, il a intentionnellement laissé son propre bulletin vide, mais la caméra au plafond l'a quand même attrapé avec un stylo et en train de glisser 2 bulletins dans la boîte. Juste après, il a posé une main sur l'épaule de Shiho pour indiquer qu'il lui avait remis quelque chose. Il voulait qu'elle écrive un secret que seuls eux deux connaissaient afin qu'elle reconnaisse le signal, lui fasse confiance et garde le lien secret. Il tenait tout le monde à distance pour débusquer la taupe. Quand ce fut plus tard le tour de Yutori, il lui glissa un message caché. « Shiho est avec nous, fais semblant de te disputer avec moi pour que le vrai serpent se dévoile. » C'est pourquoi, à la passe suivante, Shiho a révélé le seul détail que seul Yutori avait entendu. Avec ce mouvement, et Shid se portant volontaire pour se dévoiler, 2 personnes ont été effectivement neutralisées, laissant Tenji comme le problème restant. Pour empêcher Tenji de s'effondrer et de détruire le tableau, Yuichi a utilisé le plan de faille pour le retarder jusqu'à ce que la piste soit presque terminée, puis a prévu de pointer du doigt. Il a également bloqué les amas de chiens en récupérant les badges de tout le monde. Comme chacun voulait prouver qu'il n'était pas le saboteur, ils se précipitaient pour montrer leurs badges sur commande. Avec les badges comme levier, personne ne pouvait sortir du script. Ils devaient suivre le plan de Yuichi. Regardant d'en haut, les superviseurs murmuraient que Yuichi était terriblement doué pour diriger les gens, influençant les esprits, comme le font les systèmes de croyances. Tenji a demandé pourquoi Yuichi l'avait exclu, mais ne l'a pas immédiatement accusé. Yuichi a répondu que le comportement de Tenji était étrange. Le gars qui d'habitude calmait les disputes était soudainement allé après Shibe, l'accusant de répandre des ragots. Pourtant, personne n'avait confié quelque chose de sérieux à Shibe depuis des lustres, car il est connu pour être une commère. Tenji a accepté la défaite là-bas. Yuichi avait choisi une cible facile comme Shibe pour porter le soupçon, tandis que le véritable piège se refermait ailleurs.
Sans moyen propre de changer l'opinion de Shio sur lui, Tenji n'avait plus rien à dire. Yuichi a alors avoué à Manabu, il a menti et il prendrait lui-même la sanction pour couvrir Shio afin que quelqu'un puisse entrer au 3e tour. Le personnel l'a vérifié et l'a laissé continuer seul. Yuichi a également admis que la phrase « Shibe a tué quelqu'un » était fausse, car le seul tueur dans la pièce était Yuichi. Il a dit qu'il avait mis fin à 3 vies. Le superviseur l'a qualifié de monstre. Yuichi se tourna pour partir vers la prochaine phase, jurant de démolir Manabu et toute l'opération. Ses amis refusaient de croire qu'il pouvait être un meurtrier, mais Manabu l'a confirmé comme un fait. Des disputes éclatèrent autour de son nom. Dans ce bruit, Yuichi ressentit la leçon de sa mère. Les amis comptent plus que l'argent, arrêtez de chercher du sens. Bon, les amis se sentaient lourds, comme des chaînes. Il a choisi d'aller de l'avant seul pour les tenir à l'écart de ce qui allait suivre. Alors qu'il s'avançait vers le bord, Tenji s'est approché de lui. Il voulait arranger les choses et a demandé à y aller aussi. Il a admis avoir menti sur le fait d'aimer Shio. La vraie raison pour laquelle il est entré était de rencontrer Yuichi de front et de gagner son premier baiser comme preuve pour lui-même. Les organisateurs ont permis aux deux d'avancer et ont ajouté un avertissement. Tenji avait clairement d'autres raisons, c'était sa 2e tentative à ce jeu. Quand Yuichi était plus jeune, sa mère lui a dit que la chose la plus précieuse dans la vie était l'amitié, pas l'argent. Il était d'accord à l'époque. Mais en quittant l'hôpital un jour, son professeur lui a dit le contraire, que l'argent est plus important que tout, et cette pensée est restée. Il s'est réveillé soudainement après ses souvenirs, et s'est retrouvé avec Tenji dans une grotte. Yuichi a demandé où ils étaient. Tenji n'en avait aucune idée. La voix de Manabu résonnait sur le rocher. « Attendez ici 3 jours pendant que l'épreuve suivante est préparée. Vous n'aurez que de l'eau. » Pendant cette pause, Tenji a dit qu'il devait s'expliquer. S'il restait avec Yuichi, il aurait enfin le temps de raconter toute l'histoire sur pourquoi il l'a trahi et tous les éléments autour. Il a également révélé que c'était sa 2e fois à jouer au jeu de l'amitié. Avant d'aller plus loin, il a fait signe à Yuichi de couvrir leurs étiquettes de nom au cas où la caverne aurait des micros. L'histoire de Tenji a commencé avec Shio. Il a dit qu'elle avait pris la chose qu'il valorisait le plus. Au collège, il avait 2 meilleurs amis. Le trio faisait des plans comme une petite start-up et Tenji leur a dit qu'il avait économisé une grosse somme d'argent et voulait lancer une entreprise avec eux avant qu'ils aient 18 ans. Ses amis étaient choqués qu'ils veuillent partager, mais Tenji pensait que s'ils restaient soudés, personne ne pourrait les arrêter. 1 an plus tard, Shio a été transféré dans leur école et le projet de Tenji était toujours en bonne voie. Un jour, les garçons ont demandé si lui et Shio étaient ensemble. Il a expliqué que c'était juste un jumelage arrangé par les parents et qu'ils étaient seulement amis. Après cela, les 3 ont resserré leur comptabilité en maintenant le fonds au même niveau qu'à leur entrée au lycée. Une fois que le lycée a commencé, ils ont divisé l'argent en 3 parts et ont convenu d'investir séparément. Celui qui aurait le plus gros rendement avant d'atteindre l'âge de 20 ans deviendrait président de la société. Cela aurait dû être bien jusqu'à ce que les 2 autres ajoutent une clause. Le nouveau président a également gagné le droit de se confesser à Shio. Tenji sentait que c'était une bombe à retardement prête à détruire leur trio, mais il a suivi en espérant retarder les dégâts. Peu après, les 3 ont été entraînés dans le jeu de l'amitié parce que l'un d'eux devait 10 millions de yens. Ils ont perdu. Tenji est rentré chez lui avec une dette de 20 millions de yens et une interdiction de parler de ce qui s'est passé. Il a confronté un ami qui a admis qu'il avait dépensé de l'argent pour des cadeaux pour Shio, mais il s'est tu, terrifié que le jeu l'efface. Bientôt, les 2 amis sont partis et la présence de Shio dans la vie de Tenji s'est intensifiée. Tenji s'est tourné vers la personne en qui il avait le plus confiance, son père. Son père a écouté, compris et a dit qu'il s'en occuperait. Le même jour, Tenji a reçu le pire appel, son père était mort. La police y a apposé une conclusion que Tenji savait ne pas correspondre à quelque chose qu'il prétendait qu'il s'était infligé. Même si Tenji était sûr que son père ne le ferait jamais. Juste avant de quitter la maison, son père avait mentionné qu'il allait rendre visite à la famille de Shio. À partir de ce moment, Tenji a senti que chaque mauvais tournant revenait à elle. Il a enquêté et n'a rien trouvé. Puis une lettre est arrivée. Arrête de fouiller dans le passé de Shio ou tu disparaîtras aussi. C'est ce qui a poussé Tenji à entraîner tout le monde dans le jeu de l'amitié maintenant pour exposer ce qu'il croyait que Shio cachait. Les mouvements de Yuichi ont détruit ce plan, mais Tenji pensait toujours que Shio pourrait être la traîtresse. Il était certain qu'elle cachait quelque chose d'énorme. Ils se sont tournés vers les chiffres. Le total cumulé était de 10,8 millions de yens. Pourtant, selon les chiffres que Yuichi avait collectés, cela aurait dû être 18,8 millions. Cela signifiait que quelqu'un avait falsifié le montant. Yuichi ne savait pas où Tenji avait obtenu ses données de dette, alors Tenji a appelé Manabu, a demandé à nouveau, et a obtenu une confirmation. Ils ont refait les calculs des tours précédents. Tenji a montré à Yuichi le montant réel qu'il devait. Lorsque le groupe a recalculé les totaux après le 2e match, il leur manquait encore 4 millions par rapport à ce que Manabu avait dit auparavant. La part de Shio semblait étrangement élevée, ce qui donnait l'impression qu'elle avait menti sur ce qu'elle devait.
Si c'était vrai, Yuichi a dit qu'elle devait être une menteuse expérimentée, mais il a gardé un peu de doute car Tenji pouvait être celui qui déformait la vérité. Après le dernier chaos, Yuichi a accepté que pour l'instant, ils étaient essentiellement des étrangers partageant une chambre. Même Tenji ne savait pas que Yuichi avait déjà pris une vie, alors pourquoi rester avec lui? Tenji a répondu qu'il voulait justice pour son père et détruire le jeu lui-même, et Yuichi était le seul moyen d'y parvenir. Pour prouver qu'il était sérieux, Tenji a tendu son badge et sa dette. Le monde lui a instantanément proposé le double de son équilibre pour la révélation. Il s'est incliné, a dit qu'il accepterait d'être utilisé comme un outil et a demandé à suivre Yuichi. 2 jours et demi plus tard, il a demandé à Tenji à quel point il se sentait proche de Chibi ou Yutori. Tenji les appelait des étrangers, Yuichi a répliqué « Ils restent tes amis ». Si Tenji ressentait vraiment de la culpabilité, il devait s'excuser auprès des deux pour les avoir entraînés là-dedans, même s'il ne lui pardonnait jamais. Tenji a accepté. Sur cette promesse, Yuichi a promis qu'il resterait avec Tenji pendant la 3e épreuve. Une demi-journée après la grotte, ils ont été libérés dans une forêt dense où Manabu les attendait déjà. Il leur a dit que la prochaine épreuve serait une partie de cache-cache, mais pas une version simple. Ils seraient opposés à une autre équipe de 5. Tenji ne comprenait pas pourquoi il devait y avoir une équipe rivale. Manabu a dit que la véritable amitié ne se manifeste que lorsqu'il y a de la pression de l'extérieur. Si Tenji avait un ami qui pourrait le trahir tandis que l'autre côté se déplaçait comme un groupe de 5 parfaitement synchronisé, la jalousie s'infiltrerait et la confiance se fissurerait. Ce tour était conçu pour combattre cet état d'esprit. La seule façon de passer était de faire confiance à son propre camp, quoi qu'il arrive. Manabu a clairement énoncé les règles. Une personne se cache, tous les autres de l'équipe cherchent. Le côté avec moins de personnes est naturellement plus faible. Et après tout ce qui s'est passé avec le groupe de Yuichi, ils sont entrés déjà divisés et tremblants. Le groupe de 5 personnes avait l'avantage car ils étaient synchronisés. Il y avait aussi un rebondissement désagréable, le changement d'équipe était autorisé. N'importe quel joueur pouvait passer du côté ennemi et transférer sa dette restante à l'équipe qui perd. Si vous changiez, vous pourriez partir sans problème, plus de dettes du tout. Pour le groupe de Yuichi en particulier, changer serait une défaite instantanée. Puis Manabu a donné à Yuichi un choix. Quelqu'un d'une autre équipe avait été laissé seul. Yuichi pourrait aller chercher cette personne et l'ajouter à son équipe. Yuichi a seulement demandé une chose. Était-ce une fille? Manabu a dit oui. Yuichi a accepté de l'emmener. Tenji n'aimait pas l'idée qu'un étranger entre en ce moment, mais Yuichi a souligné qu'il ne pouvait pas gagner avec seulement 2 personnes. Ils avaient besoin d'une personne supplémentaire. La fille, Maria, les a rejoints. Maria n'était pas choisie au hasard. Elle travaillait pour le personnel de supervision. Ils l'ont mise avec Yuichi parce qu'il avait déclaré ouvertement vouloir démanteler tout le système et il voulait voir s'il cachait un plan. Tenji a choisi d'être celui qui se cache. Il voulait que Yuichi soit à l'extérieur, regardant le terrain et surveillant Maria pour qu'elle ne puisse pas changer de camp. Les 2 équipes ont eu 2 heures pour préparer leur cachette. Pendant le repérage, Tenji a passé en revue le livre de règles. Il est interdit d'utiliser la force pour obliger quelqu'un à révéler une cachette. Celui qui se cache doit rester sur place jusqu'à la fin du tour. Il est interdit de bouger. Cassez-les et c'est une défaite instantanée, en plus votre dette double. Du côté autorisé, chaque équipe a reçu des téléphones pour pouvoir communiquer. Il y avait aussi un camp de ravitaillement installé au centre des bois. Puisque le caché n'est pas autorisé à quitter sa position, les chercheurs doivent lui apporter de la nourriture régulièrement. Une autre règle frappait plus fort, le cacheur peut abandonner. Être le cacheur signifie une isolation totale, pas de marche autorisée, pas de changement de décor, juste attendre que votre équipe trouve le cacheur ennemi. Si la solitude devient trop lourde, il y a un bouton. Appuyez dessus et vous vous rendez, ce qui signifie que votre camp perd immédiatement. Yuichi a choisi une cachette pour Tenji et, juste pour être sûr, a placé Maria loin de cet endroit. Tenji s'inquiétait toujours de leur chance. Yuichi était franc. Si les 2 côtés jouaient honnêtement, ils perdraient probablement. S'il jouait sale, il croyait qu'il gagnerait. Ce qui importait le plus était l'endurance de Tenji. Plus Tenji pouvait rester silencieux et tenir bon, plus il serait facile pour Yuichi de renverser la situation. Tenji a dit qu'il pouvait gérer ça. Yuichi a promis qu'il ne le décevrait pas. Le temps s'est écoulé. Yuichi est parti et 2 jours entiers ont passé sans aucun signe de vie. Tenji n'avait pas mangé depuis le début de la partie. Il était en train de se dessécher, la tête qui tournait, les pensées se bousculant. La panique s'insinuait, il commençait à se demander si Yuichi l'avait abandonné. Si Yuichi avait effectivement rejoint l'autre camp, Tenji aurait déjà été pris. Cela lui fit penser à quelque chose de pire. Peut-être que Yuichi faisait exprès de prolonger cela pour se venger de ce qu'il a fait lors du 2e jeu. Tenji a utilisé son téléphone et a composé le numéro de Yuichi. Quelqu'un de l'autre équipe a répondu, ils ont dit à Tenji exactement ce qu'il craignait. Yuichi n'avait aucun plan pour revenir. Depuis 2 jours, ont-ils dit, il traînait autour du camp de ravitaillement, mangeait, se détendait et ne cherchait même pas Tenji. Tenji gardait encore un mince espoir et a raccroché, mais sa confiance a été fortement ébranlée. Il a commencé à perdre ses moyens, priant intérieurement pour que Yuichi apparaisse et s'explique.
La scène retourne à 2 jours plus tôt, au moment où le tour a commencé quand l'équipe rivale a été introduite. Leur cacheur était aussi leur capitaine. Ensuite, il y avait un jeune homme nommé Onigawara. Puis vint Chisato, celle de leur groupe qui pouvait charmer n'importe qui. Après lui, c'était le plus jeune membre. Enfin, il y avait Banri, un stratège à lunettes. Les 4 chercheurs ont conçu leur plan en fonction de la vraie façon dont les règles fonctionnaient. Avec une forêt aussi grande, vous pouvez avoir 10 personnes ou 20 et ne jamais trouver une seule cachette. La vraie condition de victoire était de protéger les courses de nourriture. Si l'équipe des chercheurs ne peut pas nourrir leurs cacheurs, ils craquent. Alors, ils ont partagé les tâches. Le capitaine a ordonné à Onigawara et Chisato de surveiller le camp de ravitaillement. Banri et le plus jeune coéquipier ont reconnu les lieux et choisi l'endroit où le capitaine se cacherait. Pour renforcer l'unité, ils ont fait un rituel d'équipe ensemble. Même les 2 superviseurs qui dirigeaient le spectacle ont parié sur quel côté l'emporterait. 3 jours ont passé sans grand chose à signaler et le superviseur de l'équipe rivale a dit que Tenji appuierait bientôt sur le bouton d'abandon. La lecture de tout le tour était simple, il ne s'agissait pas de trouver une personne cachée dans une immense forêt. Il s'agissait du camp de ravitaillement gardé, attendre que l'équipe plus faible apporte de la nourriture à leur cachette, puis les suivre discrètement et gagner sur leur itinéraire de livraison. Tous les 5 avaient déjà joué dans la même équipe sportive, donc ils avaient les poumons et les jambes pour surveiller Yuichi et Maria sans arrêt. Ils pouvaient faire tourner les équipes au camp et continuer à transporter des repas à leur propre capitaine. Dans leur esprit, s'ils restaient sur Yuichi assez longtemps, Tenji céderait en premier, appuierait sur le bouton, et le jeu serait terminé. Cette nuit-là, les 2 surveillants ont vu Tenji sombrer dans des délires causés par la faim. Dans sa tête, Yuichi se présentait enfin avec un repas. En réalité, Yuichi avait passé presque 3 jours entiers garé au camp de ravitaillement, mangeant et se prélassant comme s'il s'agissait d'un pique-nique. Pourtant, les superviseurs n'ont pas cru à cette attitude paresseuse. Maria avait rédigé des rapports discrets les avertissant que Yuichi était bien plus dérangé et intimidant qu'il n'en avait l'air. De nulle part, Yuichi a annoncé qu'il voulait passer de l'autre côté. Les superviseurs, sachant comment il fonctionne, ont compris qu'il traite les hommes et les femmes exactement de la même manière que des pièces pour n'importe quel stratagème qu'il mène. Tout le monde supposait que s'il passait de l'autre côté, il mettrait rapidement au point un plan qui détruirait l'équipe de 5 personnes de l'intérieur, mais il y avait un hic. S'il changeait vraiment, Tenji perdrait sur le champ et hériterait de toute la dette. L'équipe rivale a quand même choisi la prudence. Ils ont dit qu'ils avaient besoin de l'approbation de leur capitaine avant de laisser Yuichi entrer. Yuichi se moqua d'eux pour avoir besoin de permission à chaque mouvement, les appelant un troupeau qui ne marche que lorsque le leader siffle. La colère d'Onigawara monta en flèche et il faillit frapper mais les autres l'ont attrapé. Un coup de poing signifiait la disqualification et il n'était pas prêt à céder le round. Onigawara se calma et le plus jeune coéquipier partit chercher le capitaine. Le superviseur blond pensait que la réponse était évidente, dit oui à Yuichi et assure une victoire facile. Quand le plus jeune est revenu, la décision était en fait non. Il voulait un jeu lent et contrôlé. Si Yuichi avait vraiment l'intention de changer, alors Maria devait venir avec lui. Il n'allait pas le laisser découvrir la cachette de leur capitaine et ensuite révéler cet emplacement à Maria dans leur dos. Onigawara les a provoqués tous les deux à changer de camp ensemble. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que 2 jours plus tôt, Yuichi avait déjà exposé un plan à Maria. Le 3e jour, il ferait semblant de faire défection. Si cela fonctionnait, il obtiendrait les informations sur la cachette de l'ennemi et les lui transmettrait. Si cela échouait, il passerait à autre chose. Plus que toute autre chose, il voulait voir si Maria ferait confiance à la stratégie. Il lui posa une question qui lui fit ressentir un frisson, preuve que ses limites allaient bien au-delà de ce qu'elle avait imaginé. Finalement, il n'a pas changé, non pas parce qu'il l'avait démasqué, mais parce qu'il avait trouvé un meilleur chemin vers la victoire. Les 2 premiers jours au camp n'ont pas été perdus. Tandis qu'il semblait inactif, il observait attentivement, tirait les ficelles et apprenait comment les 5 bougeaient. Le lendemain matin, le plus jeune coéquipier et Banri sont partis nourrir leur capitaine. Onigawara et Chisato sont restés pour garder le camp. Après avoir échangé quelques mots avec Onigawara, Chisato est parti pour suivre Maria. Yuichi s'est glissé dans le silence et a engagé une vraie conversation avec Onigawara. Il a loué l'efficacité de leur équipe. Onigawara a avoué qu'il se sentait comme un poids mort. Il avait effectivement blessé leur chef auparavant et travaillé dur depuis pour compenser. Yuichi a demandé avec désinvolture qui avait entraîné leur équipe dans la dette au départ. Chisato est arrivé juste à temps pour échanger sa place et fermer la porte. Onigawara est allé vérifier Maria et a réalisé qu'elle avait disparu. Il a paniqué, présumant qu'elle était partie faire des courses, et a couru après elle, seulement pour la trouver se baignant dans un ruisseau voisin. Il est devenu tout rouge et s'est éloigné.
Quand il est revenu, encore agité, Yuichi a soudainement donné un signal et Maria a pris la fuite. Yuichi a couru dans l'autre sens. La séparation a forcé Onigawara et Chisato à se diviser et à poursuivre. Après un passage chaotique à travers les arbres, les 4 se sont retrouvés sur le même chemin au bord de la falaise. Sans prévenir, Yuichi a poussé Maria du bord. Les superviseurs ont sursauté, l'équipe rivale s'est figée et même Maria elle-même ne l'avait pas vu venir. Pendant que ce chaos se déroulait, Tenji s'effondrait. Pas de nourriture, pas d'eau, esprit épuisé. Il fixe le bouton de capitulation, puis retira sa main. Il décida qu'il en avait fini de trahir quiconque. Il utiliserait toute la force qui lui restait pour faire entièrement confiance à Yuichi. Juste au moment où il commençait à perdre espoir, Yuichi est apparu et l'a ramené du bord du gouffre. Tenji a mangé, bu et a finalement demandé pourquoi cela avait pris si longtemps. Yuichi a dit qu'il n'avait pas délibérément révélé la véritable nature de cette manche. Il avait besoin de tester la détermination et la foi de Tenji. Maintenant, il faisait pleinement confiance à Tenji et était heureux que Tenji n'ait pas appuyé sur le bouton, même si cela signifiait tout risquer. Tenji a vu à quel point le jeu était vraiment brutal et a demandé si Yuichi croyait honnêtement qu'il pouvait gagner. Yuichi a dit que la preuve était là. Obtenir de la nourriture pour Tenji signifiait que le plan était déjà à moitié terminé. De l'autre côté, Maria avait été mise en sécurité par 2 membres de l'équipe adverse. Elle a compris rapidement. Yuichi l'avait utilisé comme appât pour éloigner les gardes. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il la pousse en danger réel juste pour coller ces 2-là à ses côtés. Si Onigawara ne l'avait pas attrapée, elle serait vraiment tombée. Chisato voulait courir après Yuichi immédiatement, mais Onigawara savait qu'il ne pouvait pas porter Maria seule et a refusé de la laisser. Le mouvement n'était pas parfait, mais il a donné à Yuichi la seule chose dont il avait le plus besoin, du temps. Tenji a qualifié cela d'imprudent. Yuichi a répondu qu'il avait déjà prévu comment il réagirait. Si l'un restait, l'autre aussi. Il n'avait pas passé 3 jours juste à épuiser Tenji. Il avait étudié les personnalités de l'équipe rivale. Le cœur le plus tendre de cette équipe était Onigawara. Il est bruyant et prompt à la colère. Mais en dessous, il est le plus doux, traînant la culpabilité de ses erreurs passées et protecteur envers les femmes. Yuichi était sûr qu'Onigawara s'arrêterait pour sauver Maria. Il pensait aussi que Chisato ferait de même, car Chisato agissait toujours en tandem avec Onigawara, réagissant à ses choix au lieu de prendre l'initiative. Chisato était bon dans beaucoup de choses, mais n'excellait dans aucune d'elles, ce qui lui donnait un aspect poli et performatif, qui s'effaçait naturellement derrière quelqu'un de direct comme Onigawara. Maintenant que le problème de la nourriture était résolu, Yuichi pouvait enfin exploiter sa véritable condition de victoire, briser l'autre équipe de l'intérieur. Il avait déjà planté la première fissure, et cette fissure s'appelait Maria. De retour au camp, les tensions ont éclaté. Onigawara s'est énervé contre Chisato, puis il a opéré un virage serré. Il a dit qu'il rejoindrait l'équipe de Yuichi pour assurer la sécurité de Maria. Plus tôt, après l'avoir tiré de la falaise, Maria avait remercié Chisato au lieu d'Onigawara parce qu'elle était encore en colère contre Onigawara pour l'avoir accidentellement regardée pendant qu'elle se baignait. Onigawara s'excusa en panique. Maria sourit, accepta et lui dit qu'elle lui devait la vie. Les 2 autres chercheurs ne comprenaient pas pourquoi Yuichi faisait tout cela. Maria a pris la défense de Yuichi, ce qui a fait plisser les yeux d'Onigawara sur ses motivations. Il a remarqué qu'elle boitait, s'est accroupie et l'a portée sur son dos. En marchant jusqu'au camp de ravitaillement, elle a loué sa gentillesse et a soupiré que le destin l'avait mise du côté de Yuichi. Lorsque les serveurs sont revenus et ont entendu l'histoire, ils ont choisi de ne pas blâmer Onigawara. Au lieu de cela, ils ont opté pour un plan de jeu plus long, une pression lente et des contre-attaques régulières visant directement Yuichi. Plus tard, Yuichi est retourné au camp de ravitaillement et a appelé Maria comme un vrai gigachad. Il a dit que si l'autre équipe voulait un jeu lent et long, il s'adapterait. Onigawara a dit à Yuichi de laisser partir Maria après ce qu'il venait de faire. Yuichi a agi comme un patron qui pouvait traiter ses propres coéquipiers comme il le voulait. Onigawara s'est mise en colère et a essayé de se battre, mais Maria l'a arrêté. Elle a dit que c'était exactement la réaction que Yuichi voulait. Yuichi a attrapé Maria par les cheveux et a agi brutalement. L'autre équipe a crié à Manabu, mais Manabu a dit que les règles interdisaient seulement la violence contre les adversaires, pas contre vos propres coéquipiers. Onigawara a alors dit qu'il passerait du côté de Yuichi pour protéger Maria. Chisato pensait que c'était un piège. Yuichi a admis que Chisato avait de l'expérience avec les filles, mais Onigawara croyait toujours que Maria était vraiment blessée. Chisato a taquiné Onigawara parce qu'il n'était pas doué avec les filles. Ils ont failli se battre jusqu'à ce que le plus jeune coéquipier les sépare. Le plus jeune a dit qu'il devrait demander à leur capitaine. Yuichi s'est moqué d'Onigawara pour toujours avoir besoin d'ordre et ne pas agir de lui-même, même pour protéger une fille. Onigawara est parti avec le plus jeune pour parler au capitaine.
C'était une partie du plan de Yuichi. Il savait que le capitaine tenait l'équipe ensemble. Si le capitaine était absent, Chisato et Onigawara s'affronteraient plus. Yuichi avait déjà réfléchi aux conséquences. Peut-être qu'Onigawara le frapperait et enfreindrait les règles. Sinon, Yuichi attirerait lentement Onigawara dans son équipe de toute façon. Quelques heures plus tard, Onigawara et le plus jeune sont revenus. Onigawara a dit qu'il rejoignait l'équipe de Yuichi. Yuichi a accepté tout de suite, leur capitaine avait refusé de prendre Maria, alors Onigawara a choisi de prendre une dette supplémentaire juste pour la protéger, mais il n'avait pas l'intention d'aider Yuichi. Il pensait aussi qu'il pourrait enfin frapper Yuichi. Yuichi ne l'a pas permis. Il a bougé rapidement, immobilisé Onigawara et l'a attaché pour ne pas enfreindre les règles. Ce soir-là, Yuichi a dit à Tenji qu'il avait attiré un ennemi. Ensuite, il avait besoin qu'Onigawara révèle la cachette du capitaine. Onigawara se sentait honteux d'avoir essayé d'aider Maria et de finir attaché. Maria craignait que Yuichi ne le torture pour obtenir des informations. Onigawara a dit qu'il pouvait supporter cela et que ça ne ferait rien, il ne connaissait pas la cachette du capitaine. Cela a surpris Yuichi. Il a demandé comment, alors, Onigawara était allé voir le capitaine. Plus tôt, le plus jeune avait seulement dit qu'il appellerait le capitaine, puis il est revenu avec Onigawara. Yuichi a compris, le plus jeune était le véritable capitaine et le cerveau de leur équipe. Yuichi était content d'avoir compris, mais le plus jeune a dit qu'il était déjà trop tard. En acceptant Onigawara, Yuichi avait amené une bombe à retardement de son côté. Le plus jeune a dit qu'il terminerait bientôt le match et que Yuichi apprendrait pourquoi Onigawara était une bombe. Il a ensuite dit au revoir au capitaine et est allé chasser Tenji. Les responsables ont donné plus de détails. Le plus jeune était un génie depuis l'enfance. Sa faiblesse était l'ennui. Il a rejoint ce jeu pour s'amuser. Il contrôlait le capitaine visible parce qu'il connaissait un sombre secret à son sujet. Maintenant, Yuichi a vu le piège. Si Onigawara attaquait ses anciens coéquipiers tout en étant du côté de Yuichi, l'équipe de Yuichi perdrait pour avoir enfreint les règles. Si Yuichi le gardait attaché, il devait le surveiller constamment et ne pouvait pas suivre l'ennemi. Pour aggraver les choses, Banri, le sérieux, et Chisato sont venus s'asseoir près de Yuichi pour le surveiller. Tout le monde a attendu jusqu'au matin. Le matin, Maria s'est éloignée et a rencontré le plus jeune. Il a rapidement deviné qu'elle faisait partie du personnel, il a essayé de la retourner. Il a dit que Yuichi et Tenji avaient l'air sales et épuisés après 3 jours dans une grotte, mais Maria avait l'air trop propre. Maria a refusé de trahir Yuichi parce qu'elle devait protéger son image mignonne et innocente. Le plus jeune a essayé une autre approche, il a demandé si elle voulait voir Yuichi, le planificateur prétentieux, perdre lamentablement. Elle a dit qu'elle l'avait fait. Elle a appelé Yuichi et a fait semblant de demander où était Tenji pendant que personne ne la regardait. Yuichi le lui a dit, elle a donné cette info au plus jeune. Quand Yuichi l'a réalisé, il était furieux. L'ennemi s'est dirigé vers Tenji. Le plus jeune a appelé Tenji et lui a dit de couper les ponts avec Yuichi. Tenji faisait encore confiance à Yuichi. Peu de temps après, le plus jeune a trouvé l'emplacement de Tenji. Puis, la voix de Manabu a rappelé tout le monde au camp de ravitaillement. La manche était terminée. Manabu a dit que l'équipe de Yuichi avait gagné. Le plus jeune avait été touché, il avait trouvé Tenji en premier, mais ce n'était pas la seule condition de victoire. Leur capitaine avait appuyé sur le bouton d'abandon. Juste avant que la manche ne soit annoncée, Yuichi a fait tout un spectacle de rage pour éloigner toute l'équipe ennemie du camp. Cela le laissait seul avec Onigawara. Il a dit directement à Onigawara que ce n'était pas comme ça qu'il voulait gagner, mais qu'il le ferait s'il n'avait pas d'autre choix. Ensuite, il a composé le numéro du capitaine de l'équipe et a donné un ordre. Appuyez sur le bouton de reddition maintenant. Si le capitaine refusait, Yuichi a dit qu'il continuerait à frapper Onigawara jusqu'à ce que le capitaine cède. Il a commencé à donner des coups de poing l'un après l'autre. De l'autre côté, le capitaine se demandait pourquoi Onigawara ne faisait aucun bruit. Yuichi mit le téléphone à l'oreille d'Onigawara. Onigawara, dur comme du fer, dit à son capitaine de ne pas abandonner. Comme les coups directs ne fonctionnaient pas, Yuichi augmenta la menace. Il savait qu'ils avaient joué au basket ensemble et qu'une mauvaise passe d'Onigawara avait blessé le capitaine, alors il promit quelque chose de pire. Il casserait les doigts d'Onigawara un par un jusqu'à ce qu'il entende l'abandon. Il a compté à rebours à partir de 10. Un bruit sec a suivi. Le capitaine, qui connaissait ce son affreux de sa propre blessure, a immédiatement compris. Il s'est effondré en pleurant et a supplié Yuichi d'arrêter. Yuichi a dit qu'il continuerait doigt après doigt jusqu'à ce que la reddition soit réelle. Yuichi a également exprimé à haute voix ce qu'il avait compris. Le capitaine était la raison pour laquelle l'équipe avait des dettes et la raison pour laquelle ils ont été entraînés dans ce jeu. Le capitaine s'est excusé auprès de son équipe. Il a expliqué que l'entreprise de sa famille s'était effondrée, qu'ils étaient tombés dans la dette et qu'il avait dû quitter l'école. Il voulait toujours jouer dans le tournoi final avec ses amis, alors le plus jeune l'a convaincu de participer à ce jeu et d'agir en tant que leur leader. Même après avoir perdu, le capitaine voulait frapper Yuichi pour avoir blessé Onigawara.
Onigawara l'a arrêté et a révélé le truc. Aucun doigt n'était cassé. Yuichi avait claqué ses propres doigts pour imiter le bruit et embrouiller la tête du capitaine. Le plus jeune ne pouvait pas accepter de perdre et a commencé à blâmer à la fois le capitaine et Onigawara. Banri a attrapé le plus jeune, lui a donné une bonne tape sur les fesses et l'a calmé. En tant que grand frère du groupe, il était le seul à pouvoir maîtriser le plus jeune. Banri a ajouté que si le capitaine était prêt à risquer la sécurité d'Onigawara juste pour gagner, l'équipe cesserait de le respecter. Ils ont avancé à partir de là. Le capitaine a promis qu'il prendrait la dette s'il perdait. Même s'il ne pouvait plus jamais jouer au basketball avec eux, il se sentait en paix car ce tour avait déjà ressemblé au dernier match qu'il voulait tant. Plus tard, Yuichi a expliqué un autre élément. Il avait su que Maria travaillait pour les organisateurs depuis le début. C'est pourquoi il n'a pas hésité quand il l'a poussé du haut de la falaise plus tôt. Il n'était pas inquiet pour sa vie. Son grand acte de blessure et de trahison après qu'elle l'a vendu était un appât pour faire détendre l'autre camp. Tenji a aidé Yuichi à se relever. Il a admis que les méthodes de Yuichi étaient sales, mais a souligné que l'amitié de l'équipe ennemie était toujours intacte. Il a également noté que si le capitaine avait attendu encore un peu plus longtemps, Yuichi aurait peut-être réellement commencé à casser les doigts d'Onigawara. Manabu a terminé le tour et a dit à Yuichi et Tenji de partir pendant que le 4e jeu était préparé. Ils ont été avertis de ne pas parler des jeux du tout où la punition serait sévère. Une fois dehors, Yuichi et Tenji sont allés chercher Shio. À l'école, ils ont croisé Yutori. Elle était soulagée de les voir vivants, mais elle a aussi dit que Shio s'était enfui. Yuichi a deviné que Shio était parti car elle savait qu'ils avaient découvert son mensonge au sujet de sa dette. Yutori a rempli le calendrier. Le jour après leur retour du 2e match, Shio, Yutori et Shubi sont allés en classe comme d'habitude. Leurs camarades de classe ont coincé Shio et l'ont accusé d'avoir volé l'argent du voyage. Toutes les autres classes gardaient leurs fonds à la banque. Shio avait insisté pour garder l'argent liquide elle-même. Shibi voulait dire la vérité que Tenji était celui qui avait pris l'argent, mais cela aurait enfreint la règle de révéler les informations du jeu, alors il est resté silencieux. Comme les gens pensaient que Shibi travaillait avec Shio, il a dit qu'il rembourserait la classe lui-même. 2 jours plus tard, le père de Shibi a été arrêté. Quelqu'un avait divulgué les scandales qui ont été révélés lors du 2e match. Yuichi a deviné que Shibi avait dit à son père pour le jeu afin de demander 2 millions de yens. Et cette confession est ce qui a déclenché l'arrestation. Le lendemain, Shibi s'est excusé de ne pas pouvoir rembourser la classe. L'intimidation s'est aggravée, Shiho a essayé de le protéger, mais finalement, tous les deux ont abandonné. Puis un camarade de classe a couru vers Yuichi et Tenji avec de terribles nouvelles. Chez Shibi, son père avait été assassiné. Shibi a été trouvé couvert de sang et emmené par la police. Quand il a vu Yuichi et Tenji, il les a suppliés de le croire qu'il n'avait rien fait. Tenji voulait prendre sa défense, mais Yuichi l'a retenu pour qu'il ne divulgue pas accidentellement les secrets du jeu. Plus tard, Tenji a vu le père de Shiho escorter Shibi et l'a pris comme preuve que l'homme était lié au jeu d'une manière ou d'une autre. Yuichi a de nouveau arrêté Tenji et le père de Shio leur a dit à tous les deux de ne pas intervenir. Yuichi n'a pas bougé. Il a dit qu'il n'avait personne de précieux à perdre, donc il pouvait lui lancer toutes les menaces. Yutori a essayé de leur parler, mais Yuichi a explosé. Il a dit qu'après avoir découvert qui il était vraiment, elle le traitait comme un monstre et maintenant elle faisait semblant de se soucier. Il lui a reproché d'avoir freiné le groupe depuis le début et de ne jamais prendre ses propres décisions. Cette nuit-là, en rentrant chez lui, il repensait à ses propres mots. Il avait été cruel exprès pour éloigner Yutori du danger. Il ne voulait pas qu'elle se blesse. Son téléphone a sonné d'un numéro inconnu. La voix au bout du fil a dit qu'ils avaient kidnappé Yutori. Ils ont ordonné à Yuichi de rejoindre leur jeu. S'il se montrait, il le torturerait sévèrement. S'il refusait, il blesserait Yutori à la place moins fort que lui, mais il lui ferait quand même du mal. Ils lui ont dit de venir seule, sinon elle en paierait le prix. La voix de Yuichi est devenue glaciale. Il leur a dit de ne pas la toucher. S'il le faisait, il les tuerait tous. Plus tard, Yuichi est allé seul au lieu de rendez-vous. Un groupe de voyous était là, tenant Yutori en otage. Un type portait un masque de Manabu et se faisait appeler Kuroki. Yuichi leur a dit de laisser partir Yutori d'abord. Kuroki a montré qu'il était aux commandes et a dit qu'il pouvait révéler le secret de Yuichi, du genre qui ferait réfléchir Yuichi à 2 fois avant de la sauver. Yuichi détestait cela, mais il a accepté de jouer selon les règles de Kuroki. Kuroki a expliqué le jeu. Il y aurait 3 tours de douleur. À chaque tour, Yutori pouvait prendre le coup à la place de Yuichi. Si elle le faisait, sa version serait plus légère que la sienne. Mais si Yuichi discutait ou parlait mal à propos, alors ils seraient tous les deux punis. Cela signifiait que Yutori devait faire les choix. Si elle refusait de décider, Yuichi recevrait automatiquement la punition. Le premier round était un coup direct. Un énorme voyou frapperait la cible. Si Yutori choisissait de le prendre, elle recevrait un coup et Yuichi en recevrait 3. Si elle se figeait, Yuichi se ferait frapper de toute façon. Yutori hésita, Yuichi lui fit un petit signe qui voulait dire
je m'en occupe. Kuroki lui dit de ne pas bouger et ajouta qu'il était gentil de laisser Yuichi encaisser les 3 coups tout seul. Le grand type balança 3 fois. Yuichi n'a pas bronché, il pensait que ses coups n'étaient rien comparé aux coups qu'il avait reçus du leader de l'autre équipe plus tôt. Pour le deuxième tour, Yutori a dit qu'elle interviendrait. Kuroki l'a saisi par le poignet, l'a poussé sur une table et a dit que sa punition serait de lui arracher un ongle. Elle a commencé à saigner immédiatement et à trembler de douleur. Yuichi a sauté et s'est proposé à la place. Kuroki a souri et a empiré la situation. 3 clous pour Yuichi. Yuichi lui a dit de se dépêcher. Kuroki a arraché 3 clous sans s'arrêter. Maintenant en train de saigner et en colère, Yuichi se demandait pourquoi quelqu'un suivrait un type louche comme ça. Kuroki s'est vanté d'être le plus intelligent, le plus courageux, et la seule personne qui ne trahirait jamais ses amis. Le dernier tour avait 2 choix. Soit Yutori devait sauter sans vêtements, soit Yuichi se ferait poignarder 3 fois à la main. Ils avaient 1 minute pour décider. Yutori avait peur, mais a dit qu'elle suivrait ce que Yuichi choisirait. Yuichi a choisi le couteau. Yutori se sentait plus mal, mais Kuroki s'en fichait. Il a poignardé la main de Yuichi 3 fois. Après cela, Kuroki a dit qu'il pouvait partir. Yuichi a dit qu'il n'avait pas fini. Il a dit à Yutori de ne pas se sentir coupable, elle était seulement visée parce qu'il voulait lui faire du mal. Elle est restée avec lui, même en sachant quel genre de personne il était, et a enveloppé sa main avec des bandages. Yuichi l'a averti que si elle restait, elle pourrait voir quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. Elle est quand même restée. Puis Yuichi a défié Kuroki pour un dernier match. Il a mis 10 millions de yens en jeu si Kuroki jouait. Il a aussi dit que si Kuroki savait qui était Yuichi, il saurait que Yuichi avait bien plus de 10 millions derrière lui. Kuroki s'est intéressé, le jeu était simple. Pierre, papier, ciseaux. Si Kuroki gagnait, il obtenait les 10 millions. Si Kuroki perdait, il devait sacrifier des doigts en fonction de ce qu'il avait joué. Les ciseaux coûteraient 2 doigts, le papier coûterait toute la main et la pierre ne coûterait rien. Comme la main de Yuichi était blessée, il semblait qu'il ne pouvait lancer que pierre ou papier, ce qui donnait à Kuroki un grand avantage. Yuichi a également promis de l'argent supplémentaire aux hommes de Kuroki si leur patron était d'accord. Le groupe a encouragé Kuroki à le faire. Kuroki a essayé d'être prudent, s'il choisissait papier, il gagnerait ou ferait match nul, puisque Yuichi blessé ne devrait pas pouvoir jouer aux ciseaux. Il a demandé ce qui se passe en cas d'égalité. Yuichi a calmement dit « il ne se passe rien ». Kuroki a pensé aux ciseaux, mais c'était un pari à 50-50 et il ne voulait pas risquer de perdre 2 doigts. Yuichi pouvait dire que Kuroki prévoyait de choisir le papier. Il a dit « je ne choisis pas le papier » et a dit à Kuroki de commencer. Premier lancer, les deux ont choisi pierre. Deuxième lancer, Yuichi a changé et a choisi ciseaux avec son autre main non blessée. Kuroki ne s'y attendait pas et a perdu. Il a commencé à crier que ce n'était pas juste. Yuichi est resté calme et a expliqué qu'il avait seulement promis de ne pas choisir papier. Il n'a jamais dit qu'il jouerait avec une main spécifique. Kuroki a essayé d'annuler le pari et a dit à ses hommes d'attaquer. Juste à ce moment-là, Tenji est apparu avec les vrais organisateurs du jeu. Ils ont arrêté Kuroki et son équipe pour s'être fait passer pour le personnel. Le superviseur en charge du côté de Yuichi a dit qu'ils emmenaient Kuroki pour le punir. Yuichi a d'abord demandé une chose, 5 doigts de Kuroki. Kuroki a refusé. Le superviseur a forcé la main de Kuroki sur la table pour que Yuichi puisse le faire. Kuroki a crié. Yuichi s'est arrêté et lui a donné un choix. Il pouvait choisir un de ses subordonnés pour prendre la douleur à sa place. Cet employé ne perdrait qu'un doigt. Kuroki a supplié ses hommes de se manifester, aucun d'eux n'a bougé. La vision de Yuichi s'est assombrie et il s'est effondré à cause de la perte de sang. Le superviseur a ordonné que Kuroki soit emmené et a dit que Yuichi l'avait surpassé depuis le début. Elle l'a expliqué clairement. Yuichi a utilisé sa main blessée pour faire exprès de lancer des ciseaux afin que Kuroki se concentre sur l'évitement d'un match nul et oublie l'autre main. Yuichi n'a pas seulement gagné le jeu, il a aussi rompu le lien entre Kuroki et son propre gang en un seul mouvement. Ils ont emmené Yuichi en urgence pour des soins. Pendant ce temps, Ria a dit à Tenji quel serait le prochain choix, soit sauver Chibi, soit prendre 500 millions de yens de dette supplémentaires. Cette nouvelle dette est survenue après la mort du père de Chibi qui a laissé la famille sans le sou. Quand Yuichi s'est réveillé, il a dit que son objectif était de sauver Chibi et de dénoncer tout le jeu. L'argent ne signifiait rien pour lui. Il a été transporté aux urgences. Tenji et Yutori ont décidé de donner tout ce qu'ils avaient pour sauver Chibi. C'est là que se termine cette vidéo. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Regardez aussi cette vidéo suivante jusqu'à la nouvelle.